bonjour. Donc je vais juste rectifier, je suis chercheur associé au LES CNRS et chargée d'études et de formation au collège coopératif Provence-Alpes-Méditerranée, de casquettes. Donc d'abord je tenais à remercier les organisateurs de l'ITER, en particulier Yvonne Miller, de m'avoir invité parce que ça me permet de participer à une journée très riche et de vous présenter cette communication cette communication que j'ai intitulée « La résistance des rôles parentaux traditionnels » en sous-titre « Un éclairage par les institutions de garde de la petite enfance ». Donc en France, la proportion de femmes actives a très fortement progressé en 50 ans, puisque alors qu'au début des années 60, époque où elles devaient encore demander l'autorisation de leur conjoint pour pouvoir exercer une activité, les femmes étaient à peine 40 à 50% à travailler dans la tranche des 30-50 ans. Elles sont aujourd'hui, à ces âges-là, donc 30-50 ans, l'âge où elles sont essentiellement concernées par la maternité, près de 80% à être actives. Alors cette progression de l'activité féminine a évidemment entraîné d'importantes modifications dans l'organisation des affaires domestiques, dont la garde et l'éducation des enfants en bas âge, et certaines fonctions comme la garde des jeunes enfants qui étaient des fonctions socialisatrices qui étaient essentiellement assurées par les mères, par la figure maternelle, posent aujourd'hui la question du partage des tâches éducatives et du rééquilibrage du partage des rôles au sein des couples. Alors, dans cette communication, je me propose d'interroger les modes de garde de la petite enfance en tant que révélateur d'une répartition des rôles parentaux. Alors, en 2013, en France, près de 2 tiers des familles avaient au moins un enfant de moins de 3 ans. Avec au moins un enfant de moins de 3 ans sont des couples biactifs ou des familles monoparentales avec un parent actif. Donc, c'est une question, la question des modes de garde, qui se pose pour près de 2 tiers des familles qui ont un enfant de moins de 3 ans. Alors en France, les politiques familiales proposent diverses prestations pour aider les familles à concilier une activité professionnelle et une vie de famille. Donc les parents ont la possibilité soit de garder eux-mêmes leurs enfants en se retirant totalement ou partiellement du marché du travail et en touchant un complément de leur d'activité. Ils ont la possibilité de confier leur enfant à une assistante maternelle agréée, ils ont la possibilité de confier leur enfant à une crèche ou mode de garde collectif, ou encore d'employer une personne à domicile qui garde leurs enfants et bénéficier de prestations familiales. Donc a priori, un grand nombre de prestations, de mesures sont prévues pour permettre aux hommes et aux femmes d'être également présents sur le marché du travail tout en ayant des enfants. Donc je me suis intéressée au moment où ces deux parents, donc cette communication s'appuie sur les résultats de principalement 3 recherches qui ont été faites pour 2 d'entre elles avec le LES, donc le laboratoire d'économie et de sociologie du travail, et financée par la Caisse nationale des allocations familiales. Donc une recherche qui avait été faite en 2002 sur les interactions entre familles et modes de garde, une recherche qui avait été menée en 2009 sur l'hétérogénéité des professions de la petite enfance, et une recherche là qui n'est pas encore totalement terminée, mais à laquelle j'ai participé sur l'entrée dans la carrière parentale et l'action des professionnels de la petite enfance, donc en cours, financé par la Caisse nationale des allocations familiales et réalisé avec Paris Dauphine. Donc le constat était simple, c'était a priori quand les 2 parents travaillent, donc, nous nous sommes intéressés essentiellement aux couples, puisque ce qui nous intéressait c'était la répartition des rôles parentaux au sein des couples. Donc nous ne sommes pas intéressés aux familles monoparentales, mais essentiellement aux 2 parents lorsque une grossesse est déclarée et qu'il faut trouver une solution pour que les 2 parents continuent leur activité et faire garder le jeune enfant.
Donc la première partie de ma communication s'attachera à décrire et à analyser comment se passent et se répartissent très concrètement les rôles, les choses, lorsqu'il s'agit de trouver un mode de garde. Et la deuxième partie montrera comment, au-delà de ce choix, ce sont les interactions entre les familles et les institutions de garde qui vont contribuer, ou pas, par leur action quotidienne, à la reproduction sociale et sexuée des rôles parentaux. Les rôles donc paternels et maternels. Donc, dans notre population d'enquête, le recours au service de garde s'impose par l'activité professionnelle des deux membres du couple. Pourtant, on va le voir, la question ne se pose pas dans les mêmes termes pour l'un et l'autre sexe, et elle ne se pose pas dans les mêmes termes en fonction de l'appartenance sociale des parents et du niveau de diplôme. Ainsi, pour les femmes qui étaient interrogées, l'affirmation de leur volonté de travailler devait et doit forcément aller de pair avec l'assurance précoce d'obtenir un mode de garde. Si elles ne trouvent pas un mode de garde, leur activité risque d'être hypothéquée. Donc il faut absolument trouver un mode d'accueil. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est qu'à aucun moment, les hommes qui étaient interrogés ne se sont sentis concernés professionnellement par la nécessité de faire garder leur enfant, dans la mesure où leur paternité future n'a jamais mis en danger leur activité. Donc ils se sont sentis concernés en tant que parents, mais à aucun moment en tant que parents actifs. Donc finalement, ce qu'on a vu, c'est que dans cette configuration familiale où les représentations tendent vers un modèle de l'homme pourvoyeur de fonds et de la mère au foyer, l'activité féminine représente une activité souvent de confort, accessoire à l'économie domestique du foyer. Alors, essentiellement, cette configuration-là, dans les milieux les plus modestes, plutôt populaires et peu diplômés. Donc c'est une activité autorisée par le conjoint, la plupart du temps, que l'on va étudier. Alors, le conjoint est la plupart du temps, je cite, d'accord pour que sa compagne s'arrête de travailler. Mais si elle veut reprendre son activité dans ces milieux-là, c'est à elle de se débrouiller pour faire garder l'enfant. Alors ici, ce qu'on peut constater, c'est que les hommes accordent à leurs femmes le choix de travailler ou pas, et que ce choix atteste bien que finalement, cette notion de choix atteste bien que la volonté féminine de travailler est insidieusement soumise à l'autorisation du conjoint. Il est d'accord, elle peut travailler, mais à ce moment-là, elle se débrouille pour faire garder son enfant. Donc, les femmes vont s'occuper très précocement des démarches pour rechercher un mode de garde, en sachant qu'en France, il y a certes un nombre assez important de dispositifs, mais que c'est souvent dès les premiers mois de grossesse que les parents, en particulier les femmes, vont devoir se mettre en quête d'une place en crèche ou auprès d'une assistante maternelle. Donc elles vont s'en occuper très précocement et le conjoint va intervenir la plupart du temps, enfin ne va quasiment jamais intervenir. Comme le mentionne un père aide-soignant par exemple à propos de sa compagne qui était animatrice pour personnes âgées, il dit « Elle faisait comme elle en avait envie, c'était son choix de travailler, son choix de faire garder sa fille. » Donc, par conséquent, il n'était absolument pas au courant de toutes les démarches qu'elle avait pu engager pour rechercher un mode d'accueil. Et d'ailleurs, quand on lui posait des questions lors de l'entretien, il était étonné, voire agacé, devant les questions qui lui étaient personnellement adressées lors de l'entretien. Et il nous répond « Il faut demander à ma femme pour ces choses-là. Je ne vois pas trop. C'est vous qui les élevez. » Sous-entendu, c'est vous les femmes. C'est pas nous. C'est plutôt à vous de vous en occuper. Tout ça, moi, c'est pas mon problème. Donc, là, c'est de façon un peu caricaturale que j'ai choisi cet extrait d'entretien, mais qui illustre très bien ce qui se passe notamment dans les milieux populaires. Si les décisions concernant l'activité masculine ne se discutent pas, relèvent de l'évidence et de la seule appréciation de l'homme, les décisions concernant l'activité des femmes en couple semblent devoir davantage être discutées dans la mesure où l'activité féminine est susceptible de bouleverser toute l'économie du travail domestique.
à travers le choix finalement que les conjoints vont laisser à leur compagne, c'est finalement une forme douce, mais néanmoins réelle, de pouvoir d'ingérence des hommes dans la carrière des femmes, que nous avons pu observer. Et puis, d'autre part, en leur signifiant qu'elles peuvent toujours travailler, elles peuvent toujours s'arrêter de travailler à la naissance de leur enfant, les hommes soulignent indirectement que le salaire féminin n'est pas déterminant pour la bonne marche du ménage, et donc que leur activité professionnelle n'a finalement qu'une existence relative. Bien que l'activité des deux conjoints constitue aujourd'hui la norme, le salaire féminin possède toujours la spécificité d'être, en dernière analyse, optionnel. En revanche, on ne va jamais penser qu'un homme a le choix de cesser de travailler dans ces milieux. Cette implication sexuellement différenciée des pères et des mères dans le processus d'obtention d'un mode de garde traduit bien l'illégitimité qui frappe encore aujourd'hui l'activité professionnelle des femmes en regard de la priorité qu'elles vont avoir à accorder à leur rôle de mère de famille. Ici, les hommes, mais également les femmes, semblent continuer de penser que le rôle maternel doit l'emporter sur le professionnel. Et si on peut parler de processus de domination masculine, ce processus ne va s'exercer que parce que les femmes ont intériorisé que leur rôle était de se consacrer à la famille et qu'elles ont intégré leur moindre légitimité professionnelle. Et ce schéma résulte d'un consensus au sein du couple et n'est pas imposé de façon unilatérale par le conjoint. Chez les couples plus diplômés et socialement plus favorisés, on va assister à une conciliation au service de la carrière masculine. Donc chez ces couples, le discours des deux conjoints sur les activités respectives se veut plus progressiste et la légitimité du travail féminin est beaucoup moins remise en cause. Il est entendu, il est admis que la femme continue à travailler sans avoir à demander son avis à son compagnon. Pour autant, le contrat tacite qui lie les deux conjoints va très bien définir le rôle de chacun des deux parents. L'homme s'investit la plupart du temps prioritairement dans le champ professionnel afin de pouvoir assurer de confortables revenus à la famille, tandis que la femme va se rendre disponible pour sa famille et ses enfants et va ajuster son activité et son temps de travail à sa vie de famille. Ainsi, un ingénieur nous répondait, concernant sa compagne, secrétaire de direction, le premier facteur d'équilibre, c'est que Delphine travaille à mi-temps. Ça, c'est fondamental. Je n'imagine pas qu'elle rentre aux mêmes heures que moi. J'ai pas épousé une carriériste, et heureusement. Rire. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Sinon, on fait subir aux enfants des rythmes qu'ils n'ont pas choisis et qui sont éprouvants. Un autre père, cadre et une mère enseignante, nous dit « Aujourd'hui, on a pris cette voie. C'est pour ça que Stéphanie travaille à mi-temps. Je veux dire que tout est lié. Moi, j'assure des revenus confortables. Je n'ai pas honte de le dire, parce que je travaille énormément et ça permet de dégager Stéphanie sur un mi-temps. Et c'est elle qui prend en charge les enfants, c'est notre plan. » Donc le diplôme de ces femmes leur a permis d'anticiper leurs obligations familiales en occupant des emplois qui sont plus facilement conciliables avec une vie de famille. Et tout en se maintenant sur le marché du travail, elles vont s'orienter vers des secteurs plus compatibles avec une vie de famille, alors que leurs conjoints vont se maintenir dans une dynamique de trajectoire professionnelle ascensionnelle et vont déserter peu à peu la sphère domestique. Alors, il existe bien sûr des couples, on en a rencontré très peu, mais où c'est l'homme qui va non pas se mettre en retrait, mais qui était déjà moins carriériste que sa femme et donc qui va gérer davantage les tâches domestiques et les tâches liées à l'enfant. Mais dans le cadre de ces configurations-là, il s'agit de couples où la femme est plus diplômée que l'homme, beaucoup plus diplômée que l'homme, et où elle a une carrière qui est plus valorisée, plus valorisante que son conjoint avant même l'arrivée des enfants. C'est ainsi un couple que nous avons rencontré où Nathalie est maître de conférence et Jean-Marc est informaticien. Et ceci dit, elle explique très bien que effectivement, c'est elle qui a pris en charge toutes les démarches concernant le fait de trouver une place en crèche et que ça a été l'occasion de grosses colères de sa part
parce que son conjoint lui disait « Oh, moi j'y connais rien, tout ça, donc tu t'en occupes ». Au final, c'est effectivement elle qui a fait toutes les démarches, même si, au quotidien, c'est lui qui accompagne l'enfant tous les matins et qui va le chercher le soir à la crèche. Alors, notre étude sur les trajectoires biographiques des professionnels de la petite enfance illustre de façon presque emblématique cette problématique de l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale. Alors, paradoxalement, alors que les modes de garde sont censés contribuer à l'égalité homme-femme et à l'égalité d'accès au monde du travail, nous avons constaté que les professionnels de ce secteur, qui avaient été interrogés, diplômés ou non, avaient tout en commun d'avoir mis de côté leur activité professionnelle au profit de leur rôle de mère. Donc elles-mêmes, qui sont les premières à participer à la conciliation travail-famille, sont les premières à mettre leur travail de côté pour s'occuper de leur famille. Alors cela se traduit différemment en fonction de la qualification de ces professionnels, puisque pour les moins qualifiés, elles se retiraient momentanément du marché du travail, alors que les diplômés, comme on vient de le voir, aménagent leur carrière afin de ne pas entraver l'ascension sociale de leur conjoint, voire favoriser cette carrière. C'est par exemple une infirmière qui nous disait « J'ai travaillé en chirurgie, en néonatologie, en maternité, puis en libéral, mais en libéral, j'avais des difficultés pour faire garder mon fils. Les horaires étaient bizarres. Comme mon mari avait aussi des horaires particuliers, c'était très difficile, très compliqué. Alors, j'ai eu l'idée de postuler en crèche et elle a été recrutée effectivement en crèche, donc une activité en tant que directrice qui lui permet d'avoir des horaires conciliables avec une activité professionnelle et une activité et une vie de famille, tout en permettant à son mari d'avoir une carrière très valorisante. Alors, donc il me reste 1 minute, je me dépêche. Cette répartition sexuée est confortée d'autre part par les interactions avec les institutions de garde au quotidien, puisque la définition sexuée des rôles parentaux s'élabore à la fois dans la sphère privée, on vient de le voir, mais aussi dans la sphère publique. Et si la répartition des rôles s'opère dès que se pose la question du choix du service de garde, elle va se confirmer dans les relations courantes avec les services de garde. Alors ça va être, par exemple, au quotidien, lorsque les enfants sont malades et qu'on va appeler systématiquement la mère pour lui dire que son enfant se sent mal et qu'il faudrait qu'elle puisse se libérer assez rapidement pour venir le chercher. On va appeler quasi systématiquement la mère, y compris si c'est le père qui est à proximité. C'est aussi, lors de la période d'adaptation, la sollicitation des mères et l'implication des mères qui vont elles-mêmes d'emblée plutôt participer à la période d'adaptation. C'est aussi au quotidien, quand il manque par exemple des couches, du lait, les professionnels de la petite enfance qui vont dire, même quand ce sont les pères qui gèrent le quotidien, qui vont dire au père le soir, et vous n'oublierez pas de dire à votre femme qu'il faut acheter des couches. Donc on le voit, alors que les modes de garde sont censés contribuer, favoriser à l'activité féminine, à l'égalité d'accès au travail des femmes et des hommes, ils contribuent en fait à reproduire des rôles finalement assez traditionnels où les pères vont davantage s'impliquer dans la sphère professionnelle et où les femmes vont, parce qu'elles l'ont très bien intégré, parce qu'elles ont bien intégré que le rôle maternel primait sur le rôle professionnel, des mères qui vont être le parent principal, le parent prioritaire. Voilà. Merci.